les Ukrainiens accepteraient le nouveau plan de paix américain. C'est ce que révèle ABC News et plusieurs médias américains. Nous partirons à Washington retrouver notre correspondante à la Maison-Blanche, Sonia Dridi, dans un instant. Mais d'abord, Grégory Phillips, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint, rédacteur en chef international pour LCI, ancien correspondant aux États-Unis. Ce qu'on est en train de vivre, c'est un point de bascule. Oui, vous avez raison. Les choses s'accélèrent. Il y a eu la réunion de Genève dimanche dernier, où on a vu les Ukrainiens et les Américains échanger, vous savez, autour de ce plan Trump de 28 points. Entre-temps, ce plan a été modifié, amendé, corrigé, notamment parce que les Européens ont essayé de faire passer des messages. Et les négociations secrètes, jusqu'ici, se sont poursuivies hier et aujourd'hui à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Avec, c'est très important, 3 parties, les Américains, les Ukrainiens et les Russes, qui étaient aussi à Abu Dhabi. On ne sait pas s'il y a eu des réunions tripartites ou s'il y avait plusieurs réunions organisées de chaque côté avec les Américains qui faisaient la navette. Et l'information que nous avons à 15h29, elle émane de plusieurs chaînes de télévision américaines, notamment ABC News et Fox News, qui affirment qu'à Abu Dhabi, les Américains et les Ukrainiens sont tombés d'accord sur ce plan de paix. Il a été corrigé, il a été amendé, certains points ont été enlevés, notamment sans doute le point sur les concessions territoriales, la question des garanties de sécurité. Et là, il y a un accord entre les deux parties, les Ukrainiens et les Américains. C'est un pas, vous avez raison, extrêmement important. Maintenant, évidemment, pour faire la paix, il va falloir, à un moment donné, présenter ce plan aux Russes et voir ce qu'ils en pensent pour, à minima, obtenir un cessez-le-feu. On n'en est pas là pour l'instant. Mais d'après les médias américains, encore une fois, au moins 2 chaînes de télé, Fox News et ABC News, Washington et Kiev sont d'accord sur le projet. Et évidemment, c'est un pas très important. Il est 15h30, édition spéciale sur LCI. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct. Ce coup de théâtre sur le front de la guerre en Ukraine. Kiev accepterait le plan de paix proposé par les Américains après les dernières discussions à Abu Dhabi entre la délégation ukrainienne et la délégation américaine. C'est un rebondissement inattendu qui vient de survenir selon les médias américains. Pour décrypter ce qui se joue, Grégory Phillips est avec nous, Magali Barthès nous a également rejoint avec le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, Arthur Königsberg, bonjour, fondateur d'Eurocreative, consultant en stratégie d'influence, Anastasia Kirilenko, bonjour, vous êtes journaliste d'enquête indépendante franco-russe, co-réalisatrice du documentaire Poutine, le parrain. Magali, sur ce que nous vivons, Kiev qui donnerait son feu vert au tout dernier plan de paix américain qui a été négocié, amendé par les Ukrainiens. C'est quand même un retournement parce que ces derniers jours, on a suivi sur LCI toutes ces négociations à Genève, bien évidemment ce week-end, et puis qui se poursuivent donc aujourd'hui à Abu Dhabi. Mais c'est vrai que si l'on revient à ce qui s'est passé en fin de semaine avec l'annonce de ce plan qui était quand même un plan extrêmement favorable à la Russie et qui a pris de court les Ukrainiens et tous les Européens, on voit que le travail diplomatique quand même en coulisses a été très intense tous ces derniers jours pour arriver à une version qui est acceptable manifestement par les Ukrainiens, si l'on en croit les informations de la presse américaine. Ça veut vraiment dire que les 28 points de départ ont réellement été amendés, avec en effet tout ce qui ne pouvait pas être acceptable par l'Ukraine, qui a manifestement été sorti du plan, avec une clause de rendez-vous en disant tout ça se négociera finalement entre Zelensky et Trump. Ce que l'on sent depuis ce matin, c'est que les Ukrainiens poussent pour que Volodymyr Zelensky aille aux États-Unis pour voir Donald Trump dans les tout prochains jours. Vous savez que Donald Trump avait donné cet ultimatum, un accord avant Thanksgiving. Thanksgiving, c'est jeudi. Et là, on a les Ukrainiens qui sont en position de dire nous acceptons. Donc, qui sont dans cette bataille aussi de récits qui se posent comme les bons élèves aux yeux de Donald Trump. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est que ce sont les Russes qui se retrouvent au pied du mur. C'est-à-dire
que finalement la machine s'est inversée. Et maintenant, on va voir ce que répondent les Russes à ce plan, qui est beaucoup moins favorable, évidemment, que ce qu'avait proposé Dmitriev, l'envoyé de Vladimir Poutine, qui était allé à Miami il y a quelques jours pour négocier ça directement avec les Américains. Très rapidement, cette dernière minute, c'est le numéro 2 du Pentagone, Dan Driscoll, qui est à la manœuvre, on l'a vu là ces derniers jours, et notamment pendant ses réunions à Abu Dhabi, qui dit « Il reste encore des détails mineurs à régler ». Donc quelques points de détail, mais relativement peu importants. Mais oui, les Ukrainiens ont accepté ce plan de paix. Donc encore quelques détails à régler. C'est ce qui se joue en ce moment à Abu Dhabi. Encore une fois, cette réunion était tenue secrète. Elle a été révélée par la presse anglo-saxonne tard hier soir ou la nuit dernière. Mais donc le numéro 2 du Pentagone, qui est à la manœuvre, Driscoll, dit... Il reste encore quelques détails, mais ils ont accepté le plan de paix. Grégory, une précision sur ces discussions secrètes qui se sont jouées et qui se jouent encore à Abu Dhabi. Il y a eu d'un côté les délégations russes qui parlaient avec la délégation américaine et de l'autre les Américains avec les Ukrainiens. C'est pas clair encore. J'aurais aimé être petite souris pour vous confirmer comment ça s'est passé. Il y avait les 3 délégations. Ça c'est déjà... on sait que la délégation américaine a été menée par ce fameux Driscoll, qui est le secrétaire adjoint à la défense. Du côté des Ukrainiens, c'était, je crois, Boudanov qui était présent. On n'a pas la composition de la délégation russe. Donc les 3 délégations étaient réunies dans la même ville, à Abu Dhabi. Est-ce qu'il y a eu une réunion tripartite? Est-ce que les Américains ont fait la navette entre les 2 délégations? Je suis incapable de vous le dire. Je parierais plutôt sur le fait qu'il n'y a pas encore eu de tripartite, parce que vous voyez évidemment la difficulté à monter ce type de réunion avec les 3 parties ensemble dans la même salle. Je parierais sur le fait que les Américains ont fait la navette, mais honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Oui, et on rappelle que ce feu vert de Kiev au plan américain intervient dans un contexte de frappe massive où Kiev et Moscou se sont rendus coup pour coup. On en a parlé avec Magali. Regardons ensemble ce que dit précisément le responsable américain qui s'est confié à nos confrères de ABC News et donc qui a révélé le feu vert de Kiev au plan américain. Les Ukrainiens ont accepté l'accord de paix. Il reste quelques détails à régler, mais ils ont donné leur accord. Arthur Königsberg, est-ce que vous êtes aussi étonné que moi à 15h35 ? Non, je ne suis pas étonné par le fait que les Ukrainiens aient accepté le plan qui avait été revu à Genève avec Marco Rubio. Les Européens et les Ukrainiens ont compris qu'il y avait désormais quasiment 2 branches à Washington sur le dossier ukrainien. Ce n'est pas la même chose que de parler à Witkoff et J.D. Vance, que de parler avec Marco Rubio ou Keith Kellogg. Et effectivement, là, sur cette version du plan de paix, on s'achemine sur quelque chose qui a été largement corrigé par plutôt le camp Marco Rubio, beaucoup plus favorable à l'Ukraine et à l'Europe que pouvait l'être le plan de Witkoff, quasiment peut-être dicté par les Russes, même s'il y avait quelques points qui me semblaient aussi étranges, parce qu'à mon avis, les Russes ne pouvaient pas accepter certains points, notamment que l'Ukraine conserve une armée de plus de 600 000 hommes. Ça, du point de vue du Kremlin, c'est inacceptable. Et dans ce qui a été négocié à Genève, on a relevé la barre, c'est désormais 800 000 hommes. L'Ukraine peut conserver 800 000 soldats. Et ça, c'est inacceptable du point de vue du Kremlin. C'était un objectif stratégique clair de la Fédération de Russie lorsqu'elle est entrée en guerre, lorsqu'elle a appelé son opération spéciale en Ukraine. Ce qu'elle vise, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. Donc vous me corrigerez, colonel, mais un pays qui dispose d'une armée de 800 000 hommes, elle n'est pas démilitarisée. Mais bien sûr. Donc, même de 600 000, je dirais. Voilà. Oui. Donc c'était. Ça reste raisonnable. Donc c'était inacceptable parce que, en réalité, du point de vue russe, on est quand même sur du bluff. On est sur du bluff. Ce plan de paix, ces négociations sont faites pour déchirer les relations entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine. Pas pour aller à la paix, pas pour aller aux négociations sincères, mais pour véritablement déchirer les liens entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine. Et donc, effectivement, maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est la réponse des Russes. C'est la réponse des Russes. Il s'agirait déjà de voir ce que contient véritablement ce plan de paix qui a été réduit à 18 ou 19 points, paraît-il. Mais désormais, la réponse des Russes claire sur, effectivement, par exemple, le fait que l'Ukraine puisse conserver 800 000 hommes.
On continue à décrypter avec vous ce qui se joue, mais partons tout de suite à Washington, retrouver Sonia Dridi, notre correspondante à la Maison-Blanche. Les Ukrainiens acceptent le plan de paix américain selon les médias américains, et vous nous l'aviez dit, Washington était plutôt optimiste ces dernières heures. Tout à fait. Déjà, hier, la porte-parole de la Maison-Blanche s'était exprimée à la dernière minute devant nous, les journalistes qui étions présents à la Maison-Blanche. Et elle nous avait dit qu'elle était en effet optimiste, que Donald Trump était optimiste. Et elle a aussi beaucoup insisté sur le fait que c'était un plan américain, parce que vous savez évidemment qu'il y avait ces critiques, notamment d'élus républicains, du fait que c'était un plan largement influencé par les Russes. Mais on a senti déjà ce week-end que Donald Trump était ouvert à la négociation. Il avait dit que ce n'était pas son offre finale. Et le secrétaire d'État, Marco Rubio, est intervenu après avoir été mis au courant très tardivement de ce plan. Et donc, sous la pression notamment des élus républicains, ce plan a été modifié. On sait aussi que les partis les plus sensibles, notamment sur la question des territoires et de la relation entre l'OTAN, la Russie et les États-Unis, sera laissé à la discussion entre les présidents ukrainiens et américains. Alors hier, la porte-parole de la Maison-Blanche nous a également dit, face aux rumeurs d'une visite prochaine de Zelensky, que a priori ce n'était pas pour tout de suite, mais elle a dit tout peut très rapidement changer. En tout cas, Donald Trump doit s'envoler dans quelques heures pour la Floride, pour la célébration de Thanksgiving, et il devrait s'exprimer peu avant son départ d'ici quelques heures. Merci Sonia Dridi. Vous restez avec nous, correspondante LCI aux États-Unis. On verra si Donald Trump, en direction désormais de la Floride, pourrait recevoir sur place Volodymyr Zelensky. C'est quand même là, à 15h39, l'histoire qui s'accélère sous nos yeux, colonel Pierre. Oui, c'est comme un sac à changement. Oui. Cette nuit, ils se bombardaient réciproquement. C'était un massacre réciproque, parce que bon, ils se sont lancés des centaines de missiles et de drones. Et en fait, aujourd'hui, on apprend qu'ils ont discuté. C'est typiquement anglo-saxon. Vous avez toujours deux équipes, une équipe officielle qui fait un peu d'animation de paysage et une équipe secrète. Visiblement, l'équipe secrète a avancé. Le deuxième point, c'est qu'il y a 19 points. Enfin, il y a 19 points dans l'accord futur, mais que je sache, à l'heure où on parle, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Je veux dire qu'on ne connaît pas. On sait que le plan en 28 points a été amendé très sérieusement, mais on ne connaît pas les modalités. Et dernier point très important, c'est un point extrêmement sensible, c'est les conditions de la sécurité qui auraient été apportées éventuellement à l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça mériterait de savoir exactement ce qui est écrit sur le mémorandum, comme on dit. Le deuxième point, c'est évidemment les Russes, pour l'instant, je les trouve extrêmement silencieux, d'autant que cette information, elle traîne depuis ce matin, puisque c'est la presse américaine qui l'a révélée, et c'est vrai qu'on n'a absolument aucun écho de Moscou. Il n'y a pas d'écho en disant bah oui, bah non, il ne se passe rien. Donc visiblement, à l'heure où on parle, les Russes ont laissé très concrètement les Américains négocier avec les Ukrainiens. Ça s'est passé pour le moment maintenant. Maintenant, on va voir l'écho, on va voir le retour des Russes dans les heures qui viennent. Et est-ce que les Russes vont accepter? C'est un autre sujet. Ceci étant dit, maintenant je termine juste là-dessus, oui. C'est que le pari de Trump est peut-être en train de réussir. On ne pariait pas un centime sur ce pari il y a encore quelques jours. Le fait que pour Thanksgiving, comment dire, il y aurait un résultat officiel à annoncer à la planète en disant les Ukrainiens sont prêts à faire quelque chose. Maintenant, je peux vous dire il y a de loin de la coupe aux lèvres. Et définitivement accepté, on va entendre parler, colonel Pierre de Jonge. C'est sûr. Ça serait une victoire incontestable de Donald Trump. Magali, je vous fais réagir. Ce serait une vraie surprise, parce que quand même du côté russe, on sent en effet une volonté depuis le début de faire vraiment profil bas. Et les déclarations hier, je pense notamment au conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, étaient loin d'être enthousiastes, et ça c'est un euphémisme, sur les contre-propositions des Ukrainiens et des Européens à Genève. Mais encore une fois, ça les place au pied du mur. Oui. C'est-à-dire que pour la Russie, maintenant, il va falloir dire si oui ou non, ce sont, comme ils le martèlent, eux qui veulent la paix. Là, ça les met dans une contradiction. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça renforce le poids de ce qui va se passer à l'Élysée d'ici moins d'une demi-heure maintenant. C'est la réunion de la coalition des volontaires. Emmanuel Macron va tenir une réunion avec ses pays qui sont prêts à s'engager dans le cas, évidemment, d'un cessez-le-feu et d'un processus de paix. Mais là, on voit quand même que, en effet, Kiev a fait un pas. Et donc, c'est vrai que cette coalition des volontaires qui s'organise depuis février dernier et dont on ne voit absolument pas sur quoi ça peut déboucher tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, bon, là, c'est vrai que ça reprend un peu de poids et de crédibilité. Anastasia Kirilenko.
Je suis d'accord que le Kremlin se prononce très peu, mais il paraît qu'il est extrêmement déçu par l'Europe. Le propagandiste en chef, Soloviev, a passé son week-end à fustiger l'Europe qui s'oppose au plan de paix des Américains et des Russes. Aussi, les deux bêtes noires des propagandistes russes sont maintenant Giorgia Meloni et Alexandre Stubb, le président finlandais, parce qu'ils sont en bonne relation avec Trump. Ils se sont entretenus avec Trump dimanche, ce qui a peut-être permis de renverser la donne. Poutine, et moi je ne suis pas optimiste que la guerre va finir bientôt, parce que déjà, est-ce qu'il est bien informé sur ce qui se passe sur le front? Même pas sûr, compte tenu de sa personnalité. J'ai calculé dans 8 régions russes, il n'y a plus d'argent pour payer les indemnités aux participants de soi-disant opération spéciale. Et il y a un gouverneur de Yakoutie, région russe, qui a dit on gèle tout paiement aux soldats. Mais en même temps, il y a des oligarques proches de Poutine qui disent qu'il y a des Wunderwaffen, la production militaire marche très bien, et ainsi de suite. Vous savez ce qu'on va surveiller maintenant? On va surveiller 2 choses. On va surveiller la première réaction de Moscou, évidemment. Bien sûr. Puisque là, c'est un pas extrêmement important, mais il va falloir que les Russes se prononcent. Et comme l'a très bien dit Magali, ils sont au pied du mur. C'est-à-dire que s'ils refusent ça, c'est la preuve qu'eux ne veulent pas la paix. Comme le disait Emmanuel Macron ce matin sur une radio française, celui qui ne veut pas la paix, c'est Poutine. Là, il y a un plan de paix qui a été accepté par 2 parties. S'ils le refusent, évidemment, c'est un signe qu'il ne veut pas la paix. Et la deuxième chose qu'on va surveiller, c'est ce que Sonia Dridi évoquait, c'est une éventuelle mission éclair de Zelensky aux États-Unis. Alors, le programme de Donald Trump, à 18h à la Maison-Blanche, il gracie une dinde à la veille de Thanksgiving, c'est la cérémonie à la Maison-Blanche. Ensuite, il s'envole pour la Floride. Si jamais Zelensky, comme les Ukrainiens poussent pour ça, s'envole pour Mar-a-Lago ou pour Miami pour aller rencontrer Trump, il n'ira pas pour rien. Il ira pour la photo et dire voilà le plan de paix. Donc on va vraiment surveiller dans les minutes ou les heures qui viennent d'abord la réaction de Moscou et ensuite est-ce que ce voyage de Zelensky va s'organiser ou pas. S'il s'organise, ce sera pour quelque chose d'important, ça c'est sûr. On va partir à Kiev, retrouver notre correspondante Elisabeth Pierson. Elisabeth, vous qui avez vécu ces dernières heures au rythme des bombardements, car on sait qu'il y a eu des frappes extrêmement violentes venant de Russie, comment cette nouvelle, Kiev qui accepterait le plan de paix américain, est perçue en Ukraine où vous vous trouvez? Oui, alors c'est vrai qu'ici la réaction est plutôt au soulagement d'avoir cette nouvelle diplomatique, soulagement d'avoir évité le scénario du pire. Un député me confiait que voilà, leur grande crainte était de voir Washington poussoir à toutes les exigences de Moscou. L'idée était de montrer à Washington que les Ukrainiens étaient prêts à travailler sur la base de ce document qui était sorti jeudi dernier, mais d'essayer de ramener la balance à moins d'exigences de Moscou et plus de conditions de Kiev. Et là, donc, soulagement, certes. On attend une éventuelle rencontre peut-être entre Zelensky et Donald Trump qui est dans les couloirs ici, qui se dit dans les couloirs. Et on espère que Zelensky, au vu de ses bonnes relations avec Trump qu'il a montré ces derniers mois, puisse définitivement montrer à l'administration Trump que les Ukrainiens sont prêts à la paix, mais le Kremlin l'est-il, lui, c'est loin d'être sûr au vu des frappes qui ont encore touché la capitale la nuit dernière. Merci beaucoup Elisabeth Pierson, correspondante LCI en Ukraine, pour ces toutes dernières remontées de terrain. Alors que, Elisabeth, vous nous avez fait vivre ces frappes qui ont touché la capitale ukrainienne. Raison pour laquelle, ce que l'on apprend il y a quelques minutes, l'Ukraine qui accepte le plan de paix de Trump amendé par les Ukrainiens est d'autant plus saisissant. Magali, est-ce que c'est un coup de poker de Volodymyr Zelensky? Comme vous l'avez très bien dit en plateau, il y a des points que Moscou ne peut pas accepter. Le fait que l'armée ukrainienne serait quand même acceptée à un niveau
selon le Financial Times, de 800 000 hommes. Ce n'est pas rien, c'est une grande armée, donc capable de se battre. Quelle est garantie de sécurité américaine, voire européenne? Les avoirs russes qui serviraient à reconstruire l'Ukraine. Un conseil de paix qui serait commandé par Donald Trump. On voit mal comment Moscou pourrait accepter ça. Et peut-être que le président ukrainien se dit, bah, tiens, moi je vais dire oui, on va voir ce que dit Poutine. Mais je pense que c'est exactement le pari de Zelensky. C'est-à-dire que je ne pense pas que les Ukrainiens croient véritablement que les Russes vont accepter ce plan, mais l'idée, c'est de pousser Poutine à la faute. Et en effet, de faire ouvrir les yeux à Donald Trump sur la réalité de l'agression russe. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ce film, en fait, depuis janvier dernier, depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Il y a eu des sessions de négociations dans les pays du Golfe. Il y a eu l'Alaska à Anchorage cet été. Puis à chaque fois, les Ukrainiens disaient on est prêt au cessez-le-feu. Alors là, c'est un plan de paix, c'est un peu différent. Oui. Mais et finalement, Vladimir Poutine ne répondait pas, faisait durer, jouer la montre. C'est quand même la stratégie russe depuis le début, jouer la montre pour continuer d'essayer d'avancer sur le terrain. Mais à chaque fois, il y a ce même pari de Zelensky, c'est d'essayer, en effet, de mettre Trump face à la réalité de cette guerre qui est une agression de la Russie. Le problème, c'est que ce qui peut se passer, c'est que les Russes refusent, que Donald Trump s'en offusque et dise « je suis très énervé, cette guerre est vraiment très difficile à résoudre ». Et après, se désengage. En fait, c'est aussi ça ce que risquent les Ukrainiens. La seule chose qui, je trouve, va plutôt dans le bon sens ces dernières heures, c'est que les Russes sont à la table des négociations à Abu Dhabi. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait vu dans les pays du Golfe, mais ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu une délégation ukrainienne, même s'ils ne sont certainement pas dans la même pièce, mais au moins au même endroit, sous l'égide des Américains. Ça faisait quand même plusieurs mois qu'on n'avait pas vu cette configuration-là. Vous avez raison, Magali. Avant de vous entendre, Grégory et colonel Pierre Delongue, évidemment, il faut toujours être prudent parce qu'il y a eu des rebondissements nombreux et des revirements du président américain. Mais c'est vrai que Zelensky a quand même cette capacité, lui qu'on a annoncé mort, comment dire, c'est une figure, ou aussi au sens propre, parce qu'il était la cible du président russe, est capable de rebondir. Vendredi soir, sur ce plateau, on s'est dit c'est terminé. Trump disait je coupe l'aide américaine, je coupe le renseignement américain. Et on a vu un président ukrainien qui était quasiment défait, qui était en train de préparer les esprits des Ukrainiens à se dire je vais devoir céder. Et là, tout est remis en jeu à 15h50. Si vous nous rejoignez en direct sur LCI, on se demande s'il ne va pas y avoir une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Floride, où le président américain doit aller pour Thanksgiving. On se demande si finalement ce n'est pas Poutine qui est au pied du mur face au feu vert du président ukrainien. Mais vous savez, je pense même que Zelensky, s'il est confirmé qu'il accepte ce plan, il accepte un plan sans doute très imparfait, qui a été modifié. Alors on est parti vraiment de très loin avec les 28 points, etc. Il y a eu des modifications, des amendements, des retraits de certains articles. Et je pense qu'il sait que le plan est imparfait. Mais vous avez raison, il vaut mieux accepter ce plan imparfait et démontrer que Poutine n'est pas pour la paix. C'est sans doute le pari qu'il fait. Et ensuite on verra ce qui découle de ça. Il y a 2 points dans le plan qui apparemment devront être discutés d'homme à homme, si je puis dire, entre Zelensky et Trump après l'adoption, c'est les concessions territoriales. Ça, je pense que ça n'a pas forcément été tranché à Abu Dhabi parce que c'est un point extrêmement sensible et ça, seul Zelensky pourra le porter auprès du président américain, et les garanties de sécurité dont on parle depuis très longtemps, rapprochement de l'OTAN ou pas, ou autre type de garantie de sécurité. Ça, la presse anglo-saxonne disait hier ou avant-hier que ces 2 points ne seront abordés que par les 2 chefs d'État parce que ce sont des points trop délicats pour que ce soit abordé par des délégations. Colonel Pierre Delongue. Oui,
Moi, je pense qu'on sait déjà depuis 2-3 jours que en fait, Zelensky n'a pas tellement le choix. Il avait perdu beaucoup de marge de manœuvre. Avec cette affaire de corruption, il est vraiment très embêté parce qu'une partie de son état-major, en tout cas de son environnement le plus direct, a disparu parce qu'ils ont des problématiques de corruption qui sont évidentes. Deuxième point, sur le terrain, la situation n'est quand même pas bonne. Et puis tous ces bombardements récurrents des Russes fait que ça a quand même affaibli, que l'opinion publique ukrainienne, c'est très difficile pour eux. Donc on voit bien que les marges de manœuvre opérationnelles pour Zelensky étaient relativement courtes. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, comme le dit Magali, c'est qu'il y a un jeu assez malin. Il n'a pas trop le choix, donc il va passer sous les fourches codines des Américains, mais il peut tout gagner, parce qu'il peut tout gagner à deux niveaux. Les Russes acceptent le mémorandum et acceptent les conditions, en tout cas, rentrent dans une négociation. Donc premier point, ils gagnent, puisqu'en fait, quelque part, le conflit va s'arrêter. Je ne pense pas qu'il récupère le Donbass, donc il va y avoir toute une série de chocs raides vis-à-vis de son opinion publique. Ça, c'est relativement compliqué. Et puis vis-à-vis des Américains, les Américains vont dire, évidemment, les Ukrainiens jouent le jeu. À Thanksgiving, je vais annoncer officiellement que j'ai mis en place la 8e paix ou la 8e guerre gagnée par mois. Donc en fait, quelque part, il peut gagner quelque chose. Donc en fait, c'est là qu'il est manœuvrier. C'est qu'au pire moment, avec les pires conditions pour lui, en fait, il est en train de rétablir une espèce de positionnement politique, et il le fait grâce à Trump. Maintenant, encore une fois, comme on le dit tous autour de cette table, c'est que le point de suspension, que va dire Poutine ou Lavrov dans les heures qui viennent. Que va dire Moscou, Anastasia Kirilenko? À long terme, je suis optimiste. Poutine, il est allé trop loin. Pourquoi d'ailleurs il a rencontré Trump en Alaska? C'est le seul moyen d'aller directement de la Russie en Amérique sans avoir le risque d'être arrêté dans un des pays européens parce qu'il est en recherche internationale pour des crimes de guerre. Il est allé trop loin aussi dans ce projet de 28 points. Il y avait un point que les avions de l'OTAN stationnent en Pologne. Il paraît que certains analystes disent que Poutine a demandé le retrait des avions de l'OTAN des pays baltes. Et dans le discours, en tout cas, il menace régulièrement les pays baltes. Donc c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et dernière chose, je voudrais rebondir sur la corruption. Oui. Cette affaire, en tout cas, l'Europe, les experts comprennent que les racines de la corruption ukrainienne étaient à Moscou. En 2014, le parquet spécial anticorruption a été constitué en Ukraine avec le contrôle du FBI, le concours public, l'aide de l'Union européenne. Avant cela, il existait un schéma de blanchiment de plusieurs centaines de millions d'euros du Gazprom. Ça passait par l'Ukraine, c'était arrêté seulement au moment du Maïdan. Même là, dans l'affaire actuelle de corruption, il y a le monsieur qui est impliqué, qui est devenu russe. Il est sénateur en Russie. Donc les Ukrainiens l'ont chassé, ont commencé des enquêtes, et la Russie l'a récupéré, lui a roulé le tapis rouge. Et là, Poutine essaie d'utiliser ça à fond en insistant, regardez ce régime corrompu, mais c'est du bluff, c'est du populisme. De vrais experts, y compris internationaux, les enquêteurs, comprennent que l'Ukraine fait un bon travail dans un bon sens. Arthur Königsberg, vous nous disiez ne pas être surpris par le fait que les Ukrainiens acceptent ce plan américain qui a été amendé, puisqu'il y a eu des discussions entre Ukrainiens et Américains à Abu Dhabi, mais sur la réaction du Kremlin. Est-ce que Poutine peut valider un tel plan alors qu'il n'a pas intérêt à arrêter la guerre? On sait que Poutine joue aussi sa survie politique à travers l'offensive qu'il mène en Ukraine. Oui, bien sûr, et les Russes sont persuadés, que ce soit Poutine ou les stratèges du Kremlin ou l'armée, est persuadée que leur offensive va dans le bon sens en Ukraine, qu'ils ont le vent en poupe, que la victoire est peut-être proche ou qu'un effondrement du front pourrait intervenir dans les prochains mois, toujours parce qu'ils voient une Ukraine peut-être de plus en plus fragilisée, et surtout des liens entre l'Ukraine et les États-Unis et des liens entre les États-Unis et l'Europe qui sont vraiment en train de s'éloigner. Et donc les Russes savent que le temps joue pour eux. Donc effectivement, pour eux, ces négociations, c'est vraiment un objet politique pour avoir des séquences comme on a eu vendredi soir. Vendredi soir, il faut se remettre à la fois dans la tête des Ukrainiens
ou des Européens, c'était une nouvelle fois, ça y est, nous sommes lâchés par cette administration américaine qui avale et qui engloutit à pleine bouche le narratif du Kremlin. C'était ça dans la tête des Européens et des Ukrainiens. Heureusement, ces dernières heures, ils ont retrouvé des interlocuteurs américains beaucoup plus sérieux, avec une vision stratégique beaucoup plus ferme sur l'architecture de sécurité ukrainienne et de l'Europe. Mais les Russes n'accepteront jamais un plan où ils n'ont pas atteint leurs objectifs stratégiques. On parle des concessions territoriales de l'Ukraine, mais la Fédération de Russie n'a pas des vues uniquement sur la Crimée ou le Donbass. Ce que veulent les Russes, on l'a rappelé, c'est une Ukraine démilitarisée, mais surtout un troisième point. C'est le départ de Volodymyr Zelensky et du régime démocratique de Kiev. Les Russes, dans leur narratif, dans leurs journaux, dans leur propagande, désignent le régime de Kiev comme étant une junte. Un régime illégitime depuis 2014. Et c'est la destruction de ce régime, la destruction de l'identité ukrainienne que visent les Russes. Donc effectivement, un plan revu par les Américains, les Européens, les Ukrainiens ces derniers jours à Genève, puis à Abu Dhabi, où on est sur quelque chose d'un peu plus équilibré, où effectivement on voit bien les Ukrainiens qui sont prêts à avoir certainement des concessions territoriales qui ont des garanties de sécurité extrêmement fortes et sans aller trop loin dans leur reniement de leur souveraineté, c'est-à-dire leur dire dans 100 jours, vous devez impérativement tenir des élections qui pourraient conduire au départ de Volodymyr Zelensky. Non, ça allait trop loin. Je pense que ça a été revu dans le plan en 18 ou 19 points. Mais maintenant, effectivement, c'est comment les Russes vont s'adresser à l'administration américaine pour dire qu'ils rejettent ce plan. Et ça a déjà commencé ce matin. Lavrov, ce matin, commençait déjà à dire ouais, je suis assez déçu de la réaction des Européens. On aurait pu parler de l'architecture de sécurité européenne, mais les Européens n'y étaient pas disposés. Donc ils ont déjà commencé à enclencher ce narratif-là. Les Russes vont revenir sur ce thème de « nous n'avons pas traité les racines profondes de cette guerre ». C'est ça que les Russes vont dire dans les prochaines heures. Colonel Pierre de Jong. En fait, j'ai pas mal travaillé sur les accords de paix entre les Américains et les Nord-Vietnamiens. Ça a duré quelques années. Ce que je veux dire, c'est le fait d'avoir un plan de paix, le fait d'avoir le feu vert de Kiev, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, les Russes n'ont pas donné leur accord, et quand bien même ils le donneraient, on rentre dans une phase de négociation. Ils vont pas faire comme les Ukrainiens qui ont peu de marge de manœuvre. Ils vont pas dire non, on prend tel quel. On va mettre en place une discussion parce qu'il y a deux hypothèses. Soit aujourd'hui, les Russes sont dans la boucle, ils sont pas dans la boucle des 19 points. Moi, je ne crois pas qu'à l'heure où je vous parle, ils sont entrés dans la boucle. Pour les 28 points, ils étaient dedans, pas pour les 19 points. Est-ce qu'ils vont les accepter en l'état ? J'en sais rien. Maintenant, je vais vous dire un truc sur les 800 000 hommes ou 600 000 hommes, c'est assez peu important. 600 000 hommes, ça reste une armée relativement massive et qui reste performante. L'armée française fait 220 000 hommes. Donc on est sur un modèle, et moi je pense que les 800 000 hommes, c'est une marge de négociation. Par contre, le vrai problème, c'est quoi ? C'est la question des territoires, qui est vraiment centrale, et la question des garanties de sécurité. Et on n'en parle pas. Et aujourd'hui, j'en ai pas du tout entendu parler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Magali, c'est que cette opération redonne une espèce de, ça revivifie l'opération entre guillemets européenne, qui était la possibilité de mettre en place en fait une force de réassurance. Pourquoi pas ? Et encore une fois, elle a parfaitement raison. C'est vrai que ça redonne peut-être un petit espoir quant à la possibilité pour les Européens d'être dans la boucle. Il est 16h, édition spéciale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur LCI. L'histoire s'accélère sous nos yeux sur le front de la guerre en Ukraine. On a appris il y a quelques minutes par la presse américaine que les Ukrainiens avaient accepté le plan de paix de Donald Trump qui a été amendé par Kiev lors de discussions secrètes entre Ukrainiens, Américains et Russes à Abu Dhabi. Le Financial Times révèle il y a quelques instants les points sur lesquels Américains et Ukrainiens se seraient accordés, comme une armée ukrainienne qui serait autorisée à monter jusqu'à 800 000 hommes. À l'heure où nous parlons, on n'a pas encore la réaction de Moscou, mais la balle est désormais dans le camp de Vladimir Poutine. Grégory Phillips, c'est un coup de poker que vient de jouer Volodymyr Zelensky, qu'il y a encore 3 jours paraissait comme défait face à Donald Trump et Vladimir Poutine.
Poutine est là, qui vient de tout remettre en jeu. Non, mais vous avez raison, en entamant cette édition spéciale, vous avez rappelé le plan de paix en 28 points et l'allocution solennelle et dramatique de Volodymyr Zelensky en fin de semaine dernière devant le palais présidentiel, le visage extrêmement grave, même la météo était sombre, enfin honnêtement l'image était frappante et on se disait ça y est, Zelensky a compris qu'il est perdu, enfin que c'est terminé. Et puis il y a eu ce retournement de situation, d'abord parce que la diplomatie ukrainienne, vous savez, la presse américaine a révélé que le début des discussions dimanche matin à Genève était extrêmement tendu. Il y avait une tension extrêmement forte, et puis petit à petit, au fur et à mesure de la journée, les deux délégations ont réussi à échanger, à modifier les points, etc. Et là, si c'est confirmé que Américains et Ukrainiens sont d'accord sur ce plan de paix, oui, c'est un retournement de situation sidérant on est quel jour ? Mardi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, en 4 jours. Oui, en 4 jours.